Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Plus qu'une suspicion. Le voici en podcast pour vous. Notre journaliste entame son article de la manière suivante. 3 petites phrases du directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ, Cherkaoui Aboub, glissées comme par inadvertance lors de la conférence de presse de lundi dernier sur les détails du récent démantèlement d'une cellule terroriste, ont suffi pour que se profile derrière ces mots l'ombre de l'Algérie. Le Maroc fait face à des menaces terroristes externes et internes, les numéros de série des armes saisies ont été intentionnellement effacés pour cacher leur origine et découverte d'une base arrière sur le tracé frontalier dans l'oriental. Le patron du BCIJ n'a pas nommément cité l'Algérie et n'a donc pas non plus indiqué le degré de sa potentielle implication pour déterminer si les services algériens sont dans cette affaire les commanditaires ou s'ils s'étaient contentés d'en être les facilitateurs. Et jusqu'à plus ample informé, cette déduction reste une hypothèse. L'auteur poursuit son analyse en rappelant que le fantasme d'une Algérie prusse du Maghreb néanmoins, un simple et bref retour sur l'historique des relations tumultueuses entre le Maroc et l'Algérie amènerait à considérer qu'une implication directe ou indirecte relève du domaine du très probable. De même qu'il n'est pas nécessaire d'être un fin observateur des affaires nord-africaines, pour comprendre que pour le régime algérien qui inscrit ses relations avec Rabat dans l'ordre du hautement stratégique, toutes les occasions pour déstabiliser le royaume sont bonnes à prendre. Très tôt, dès les lendemains de l'indépendance, Alger a exprimé son ambition de devenir la Prusse du Maghreb, en référence à l'empire prussien de l'ère bismarckienne qui fut, notamment, durant le XIXe siècle un État puissant et militarisé dominant l'Europe. Si bien que lorsqu'aujourd'hui il arrive à des opposants algériens de dire que l'Algérie n'est pas un État qui possède une armée, mais une armée qui possède un État, ils ne font, sans le plus souvent le savoir, que paraphraser une sentence que l'écrivain et parlementaire français Mirabeau appliquait à la Prusse. Cette ambition, longtemps niée et dissimulée, Houari Boumedienne, deuxième président de l'Algérie et quelque part son omnipotent concepteur, finira par l'admettre peu avant son décès dans un entretien avec un correspondant du journal français Le Monde Paul Balta. Progressivement, l'expression cédera la place à une autre, toujours d'actualité et assumée, l'Algérie est à pivot de la région, par laquelle l'oligarchie militaire au pouvoir à Alger exprime ses envies de réduire tous les autres pays frontaliers de l'Afrique du Nord et du Sahel à des États satellites. Un seul État, de par sa position, son histoire, ses moyens et sa démographie apparaissait dans ce rêve comme un obstacle majeur à la démesure de ses ambitions, le royaume du Maroc. Naïm Kamal revient sur la stratégie algérienne de cette manière. Le pari algérien sur l'opposition à Sa Majesté, longtemps, le régime algérien a tablé, notamment dans les années 60 et début des années 70 du siècle dernier, sur le révolutionnarisme marxisant et panarabisant d'une partie de l'opposition marocaine à une époque où il était important, pour certains de distinguer entre l'opposition de Sa Majesté et l'opposition à Sa Majesté. Les militants les plus extrémistes de cette dernière, les plus manipulables aussi, vont trouver à Alger, et pareillement à Damas de Hafid al-Assad et à Tripoli de Kadhafi, gîtes, couverts, entraînement et financement de leurs activités. Cette subversion va culminer avec l'infiltration des groupes armés depuis le territoire algérien, le 3 mars 1973, qui se trouvait être jour de fête du trône du Maroc. Il revendiquait de ce deviendra l'option révolutionnaire, une aile semi-tolérée, baptisée Tandim, l'organisation, de l'Union nationale des forces populaires, ancêtre de notre si bien gentille Union socialiste des forces populaires d'aujourd'hui. Leur action, théoriquement destinée à embraser un Maroc prêt à tomber, va être rapidement et principalement circonscrite à Moul et Bouaza dans la région de Khénifra. À la même époque, le dossier qui se mura en conflit du Sahara, était en préparation et le Polisario en gestation, offrant à Alger une opportunité dont Alger va s'empresser de s'emparer avec le soutien débile mais fort de Tripoli. Dans les calculs hautement stratégiques de Houari Boumedienne et de ses colonels, l'Algérie ne comptait pas encore la pléthore de généraux d'aujourd'hui, le régime marocain, présumé, fortement contesté, qui venait de sortir de 2 tentatives de coup d'État et d'une sérieuse secousse par l'infiltration des groupes armés du Tandim, semblait mûr pour la cueillette. Les stratèges algériens étaient convaincus que le Maroc ne pouvait tenir longtemps face à une guérilla massivement soutenue. La suite on la connaît, ce que l'on ignore en revanche c'est si, à ce jour, le régime algérien a pris conscience du service qu'il a ainsi rendu à son insu au Maroc. Naïm Kamal nous emmène ensuite en 1994 en ces mots.
L'attentat d'Atlas Asni, jusqu'en 1994, Alger estimait que l'option Polisario le dispensait de toute autre forme d'action, d'autant que la mobilisation des Marocains autour de la question du Sahara et la réintégration des forces de l'opposition dans le jeu institutionnel par le retour à la vie parlementaire à partir de 1976 à 1977, avaient tari ce qui restait du terreau révolutionnaire marocain, potentiellement recrutable pour porter son projet. Et alors que le Maroc, durement mais sûrement, sécurisait les territoires du Sahara, l'Algérie sombrait, à partir de 1992, dans ce qu'elle projetait pour le Maroc, une atroce guerre civile qui va faire plus de 200 000 morts. Le royaume, lui, coulait des jours plus ou moins heureux, plus ou moins tourmentés, secoués par 2 ou 3 grèves générales, accompagnés ou non d'émeutes. 1981 et 1984, sous un ciel, orageux par intermittence, mais globalement stable. En tout cas suffisamment pour faire enrager un régime algérien qui voyait ses ressortissants affluer massivement vers ce pays voisin si détesté, dont il leur disait tant de mal, devenant un miroir qui leur renvoyait l'image hideuse de la situation du leur. Le 29 août 1994, 2 ans avant l'assassinat des pacifiques moines de Tibirine en Algérie, dans lequel l'armée est montrée du doigt, et 8 mois après le détournement du vol d'Air France par le GIA algérien, connu pour ne pas échapper aux infiltrations et aux manipulations des services algériens, 2 hommes armés entrent dans l'hôtel Atlas Asni à Marrakech au Maroc, et ouvrent le feu sur des clients, faisant 2 morts, des touristes espagnols et plusieurs blessés. L'attaque a été trop rapidement attribuée à un groupe islamiste radical algérien, aux ramifications à l'étranger et qui aurait bénéficié d'un soutien logistique en Algérie. Lequel ? Enfin, l'auteur revient sur le récent démantèlement de la cellule terroriste annoncée par la DGSN, DGST le 19 février 2025 ainsi. L'État barbouze, pour les services marocains qui ont réussi à arrêter dans des temps records, les auteurs, des franco-algériens, le doute n'est pas permis. Les fils de l'enquête conduisaient à tous les coups à la main des services algériens, probablement avec l'aide et la bénédiction d'une tierce partie européenne. Les mesures préventives prises par Rabat, établissement du visa pour les ressortissants algériens, vont servir de prétexte à la fermeture des frontières. Double coup, les Algériens ne pourront plus faire leurs courses au Maroc aussi aisément, et l'image paisible d'un Maroc qui venait 4 mois auparavant, avril 1994, d'accueillir en grande pompe, à Marrakech précisément, la grande conférence internationale du GATT, en prélude à la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, se trouvait perturbée. Le tourisme marocain, une ressource importante pour le PIB national, en prend un coup. Dès lors, le faisceau de présomption sur l'implication algérienne dans la cellule terroriste dont le démantèlement a été annoncé par la DGSN/DGST le 19 février 2025, plus qu'une suspicion, apparaît crédible, sachant que dans la nébuleuse du terrorisme et du trafic en tout genre transnationaux, qui va de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, où tous les services du monde jouent leurs partitions respectives, il n'est pas aisé d'en démêler les chevaux. Et quel que soit le rôle joué par l'Algérie dans cette affaire, elle porte les traces ADN d'un régime qui excelle dans la barbouzerie. Évoquer ainsi la génétique n'est pas une figure de style, mais une brève évocation d'un régime reconnu pour être particulièrement violent et la relation d'une constante politique, qui remonte à la genèse même du Front de libération nationale algérien, dans un premier temps, et qui se poursuit avec la construction de l'État algérien, tous deux jalonnés de conspiration, de manipulation, de coups fourrés et de liquidation physique. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé ce moment avec nous. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus belle récompense. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.